Alors, j'ai l'immense plaisir de introduire Salma Moudriki. Je pense que je dis votre nom, peut-être pas idéalement. Mais en tout cas, Salma est une partie de Ouvrir les portes du travail, une de mes collègues. Et aujourd'hui, elle remplace Catherine Wood, qui est la personne qui est responsable de droit devant au Québec. Alors, Salma va nous parler de tout qui est des différents trucs et astuces pour maintenir vos droits en emploi. Alors, Salma, le micro est à vous. Merci, Rosie. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend bien. Excellent. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de partager mon écran. Donc, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. C'est en plein écran? Oui. OK, super. Donc, comme Rosie l'a mentionné, mon nom est Salma Moudrika. Je suis coordonnatrice de programme à Ouvrir les portes du travail et une collègue de Rosie. Et je remplace Catherine Hood pour la formation droit devant, des trucs pratiques pour faire respecter vos droits en emploi. Donc, voilà. Donc, si on aborde un petit peu les sujets et enjeux de cette conférence. Donc, alors, il va y avoir une partie un peu plus théorique au début, qui va aborder notamment les articles de loi qui sont concernés par les droits des personnes en situation de handicap en matière d'emploi. Donc, autant les droits au niveau international que national de la Charte canadienne et de la Charte québécoise des droits et libertés, ainsi que le Code civil du Québec. Et puis, il va y avoir une partie un peu plus pratique qui, elle, est au niveau des mises en situation qu'on peut rencontrer et nos recours possibles lorsqu'on sent que nos droits en matière d'emploi sont brimés. Donc, la première chose que je voulais aborder dans cette petite présentation, c'est les premiers sujets et enjeux. Donc, l'emploi, comme vous le savez, est un des enjeux les plus importants dans la société. Quand on termine nos études, nous sommes tous et toutes à la recherche d'un emploi. Par contre, une personne qui vit avec une situation d'handicap peut rencontrer plusieurs obstacles qui peuvent l'empêcher de trouver et de garder un emploi. Et parmi eux, on retrouve les a priori des employeurs en lien avec les capacités des personnes à exécuter leur emploi. Une offre d'emploi qui est inaccessible ou un site de mise en candidature qui est inaccessible et le refus de certains employeurs de faire des accommodations pour, en ce qui concerne le poste de travail, le lieu de travail, etc. Donc, si maintenant on regarde quelques statistiques, alors, on dit ici que le taux de chômage des personnes en limitation visuelle est 3 fois plus élevé que la moyenne nationale au Canada. Parmi les personnes qui travaillent, en fait, parmi les personnes qui ont une limitation visuelle, il y en a 33 % qui travaillent à temps plein. Et parmi les personnes qui travaillent, on reporte que 45 % ont mentionné être victimes de discrimination directe et 40 % victimes de discrimination indirecte au travail. Donc, c'est quand même des chiffres qui se rapprochent de la moitié des professionnels, ce qui est quand même des chiffres importants. Donc, maintenant, si on en vient à la partie, comme je vous ai dit, un peu plus théorique, alors, on va parler des lois habilitantes. Ce sont les lois en matière d'emploi parmi les différents paliers, donc international, national et au niveau du Québec. Donc, au niveau international, il y a la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Elle a été signée par le Canada en 2010 et elle est à consulter
pour ce qui est de nos droits en matière d'emploi. Ce qui est important à retenir ici, il y a 2 articles, donc l'article 27 de cette convention et l'article 24, alinéa 5. Donc, si on parle de l'article 27, ça traite de la question de l'emploi des personnes handicapées et l'alinéa 1 suggère de reconnaître le droit de travailler. Et l'alinéa 5 de l'article 24, qui est un autre article, ça traite la question de l'éducation, de la formation professionnelle et accorde le droit d'avoir des accommodations au niveau de la formation professionnelle. Voilà. Donc, on parle ici d'enseignement tertiaire professionnel sans discrimination. Ensuite, si on parle des lois habilitantes au Québec, donc ce qui est en vigueur au Québec. Alors, il y a la Charte québécoise des droits et libertés. Elle prévoit des comportements interdits, c'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont en lien avec l'emploi à ne pas bafouer. Et la base de nos droits provient de la loi constitutionnelle, donc de la Constitution. Là, je vais vous présenter les droits fondamentaux qu'on a et le lien avec des articles qui sont en matière d'emploi. Donc, je vous présente le droit en soi et les articles de la Charte qui sont en lien avec ce droit. Donc, il y a le droit à l'égalité. Ça, c'est l'article 10 de la Charte québécoise. Donc, que toute personne a le droit à la reconnaissance et l'exercice en pleine égalité de sa personne, donc sans distinction. Et quand il y a discrimination, c'est une distinction qui a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Donc, si ce droit est compromis ou détruit, alors c'est là qu'on parle de discrimination au niveau de ce droit à l'égalité. Ensuite, l'article 16 de la Charte québécoise dit que nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de probation, la formation, bref, au niveau de l'emploi. Donc, c'est interdit de discriminer dans tous les aspects qui ont rapport avec l'emploi. Et nous avons ainsi fait le tour ces 2 articles-là. Pour ce droit-là, il reste encore quelques articles. Il y a l'article 17 de la Charte québécoise. Alors là, c'est dit nul ne doit être discriminé au niveau de l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'exclusion des avantages d'une personne, d'une association ou ordre professionnel. L'article 18 de la Charte québécoise, ça concerne les bureaux de placement. Donc, un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans le traitement d'une demande d'emploi. Et l'article 18.1, ça dit que nul ne peut requérir d'une personne. Donc, en fait, on ne peut pas demander des renseignements, sauf si ces renseignements sont utiles. Nous avons presque fini avec le droit à l'égalité. Il reste quelques articles. L'article 19 de la Charte québécoise, donc, ça veut dire, dans le fond, que tout employeur doit traiter sans discrimination tous ses employés au niveau du salaire et de tous les traitements inhérents à l'emploi. Et ça, par contre, il faut noter qu'il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur
l'expérience, l'ancienneté, la durée du service ou autres caractéristiques qui font en sorte que cette personne bénéficierait de privilèges. Et les ajustements salariaux et un programme d'équité salariale sont pas discriminatoires si ils sont conformes à la loi. Ensuite, l'article 20 de la Charte québécoise. Donc, alors, cet article-là dit que une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. Donc, c'est-à-dire que si on privilégie quelqu'un sur cette base-là, c'est non discriminatoire. Or, il reste un dernier article concernant ce droit à l'égalité. C'est l'article 86 de la Charte québécoise. Alors, ici, on dit qu'un programme d'accès à l'égalité a pour but de corriger la situation des personnes qui font partie des groupes discriminés dans l'emploi et dans les secteurs de l'éducation ou de la santé et dans tout autre service qui sont normalement offerts au public. Puis, le programme est réputé non discriminatoire, bien sûr, s'il est conforme à la charte. Il y a aussi un programme d'accès à l'égalité en emploi qui est établi pour des personnes handicapées au sens de la loi pour assurer l'exercice des droits des personnes. Alors, en vue de leur intégration scolaire ou professionnelle. Donc, ça, c'est réputé non discriminatoire si c'est conforme à la charte. On a par la suite un autre droit qui est important à faire respecter, c'est le droit à l'intégrité de la personne. Donc, les articles qui sont concernés, alors on va commencer par l'article 1 de la Charte québécoise qui dit que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. On dit aussi qu'il possède une personnalité juridique, donc que c'est une personne qui a des droits. Par la suite, il y a l'article 46, qui est toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Donc, il y a aussi la loi. En fait, ça doit respecter la loi à l'intégrité de la personne et c'est au Québec. Donc, ce sont ces deux articles-là. Il y a, en plus de ça, excusez-moi, ça a ajouté. OK. Il y a l'article 2087 du Code civil du Québec. On dit que l'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. OK. Faut aussi ajouter qu'en plus des dispositions prévues dans la charte, la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics oblige plus de 600 organismes publics à mettre en place un programme d'accès à l'égalité en emploi. Puis ça, ça a notamment pour objectif d'augmenter la représentation des personnes handicapées, la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Et ça aussi, ça vise à assurer aux personnes handicapées l'égalité en emploi et à augmenter leur participation au marché du travail. Enfin, il y a le contrat d'intégration au travail qui est le CIT, qui facilite grâce à des subventions, facilite l'embauche et le maintien de personnes handicapées
dans un milieu de travail standard. Alors, voilà pour ces articles-là. Alors, nous allons passer à un autre droit qui est le droit à la dignité, à l'honneur et à la réputation au Québec. Donc, ce droit-là se fait notamment respecter par l'article 4 de la Charte québécoise. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Donc, voilà pour ça. Et il y a aussi le droit au respect de la vie privée au Québec, pardon. Donc, le droit au respect de la vie privée. Et ce droit se fait respecter par l'article 5 de la Charte. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, ainsi qu'à l'article 35 du Code civil du Québec. Toute personne a droit au respect de sa réputation ainsi que de sa vie privée et nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'y autorise. Alors, on a aussi le droit à des conditions de travail justes et raisonnables au Québec. Et ce droit se fait respecter par l'article 46 de la Charte. Toute personne qui travaille à droit, conformément à la loi, a des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité. Son intégrité physique, pardon. Il existe aussi la liberté d'association. Donc, ça, c'est que la Cour suprême reconnaît sa valeur individuelle et reconnaît la valeur individuelle et collective de l'individu. Alors, maintenant que nous avons passé la petite partie théorique, je suis consciente que c'était énormément d'informations au niveau des droits, mais je veux vous rappeler que tout ça est résumé et détaillé aussi sur le site inca.ca/droit devant. Je peux ou quelqu'un, en fait, pourrait écrire l'adresse web sur le chat, ça aiderait beaucoup. Donc, inca.ca/droit devant. Donc, c'est vraiment là qu'on peut avoir toutes les informations nécessaires en matière de droit, de respect des droits. Il y a plusieurs sujets en ce qui concerne les droits, mais l'emploi en fait partie. Donc, c'est un d'eux. Donc, maintenant, je voulais aborder un petit peu d'où proviennent nos droits. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les droits en matière d'emploi et les droits en général, les droits et libertés fondamentales proviennent de la Constitution et plus précisément de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Donc, il y a la loi canadienne et il y a la loi québécoise. Aucune de ces deux lois-là ne mentionne qu'on a le droit de travailler, mais c'est sûr que quand on travaille, on a des garanties en ce qui concerne ces chartes-là. Donc, c'est sûr que ça affecte notre capacité nos droits à travailler. Alors, si on continue là-dessus, pour faire une distinction, entre la Charte canadienne et la Charte québécoise, la Charte canadienne, elle s'intéresse au gouvernement dans leurs fonctions législatives, exécutives ou administratives. Ça peut être aussi mis de l'avant pour contester la constitution d'une action, la constitutionnalité d'une action ou d'une mesure gouvernementale. Donc, ça peut être effectué sauf si la situation a été suivie par l'Assemblée nationale afin d'imposer une disposition dérogatoire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette charte-là est beaucoup plus au niveau gouvernemental et donc va s'intéresser plus au niveau administratif, exécutif, législatif du gouvernement. Et par contre, la charte québécoise, elle s'applique pour les relations entre les personnes privées, physiques ou morales,
l'article 52 de la Charte prévoit notamment qu'aucune disposition d'une loi postérieure à la Charte ne peut déroger aux articles 1 à 38. Donc, il n'y a aucune disposition qui peut déroger donc on ne peut pas déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que ces dispositions s'appliquent malgré la Charte. Donc, autrement dit, si ce n'est pas accordé par la Charte, on ne peut, selon l'article 52, on ne peut pas déroger aux articles 1 à 38 de la Charte québécoise. Alors maintenant qu'on a vu un peu d'où venaient nos droits, on va aborder un petit peu quels sont nos recours en matière d'emploi si on fait face à de la discrimination. Donc, il existe le tribunal des droits de la personne et il existe d'autres tribunaux spécialisés. Donc, le tribunal des droits de la personne, alors, cette compétence-là, c'est mentionné dans l'article 100 de la Charte. Alors, il s'exerce en droit des demandes portées en vertu des articles 80, 81, 82 de la Charte. Ça concerne notamment l'emploi. En fait, la compétence du tribunal s'étend aussi au niveau des articles 88, 90 et 91 de la Charte. Donc, autrement dit, ça concerne les programmes d'accès à l'égalité et ça rejoint les lois soumises en vertu des articles 6, 18 ou 19 de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Donc, en fait, ce tribunal des droits de la personne va favoriser les programmes d'égalité, les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Pour ce qui est des tribunaux administratifs spécialisés, alors, ce tribunal va être autorisé par sa loi habilitante, donc par la loi dont on parle ici, à interpréter les lois en général dans l'exercice de sa compétence. Donc, en fait, s'il y a discrimination, c'est ce tribunal qui va en juger. Et il existe notamment le tribunal administratif du travail, qui est le TAT. Donc, c'est ce tribunal auquel il faudra référer de manière spécifique si on pense qu'il y a une discrimination. En fait, si on pense qu'il y a une discrimination, c'est ce tribunal qui va en juger. Donc, le tribunal administratif du travail. On aurait fini avec la partie théorique. En fait, puisqu'on a vu les recours, on va maintenant aborder quelques exemples de discrimination au niveau de l'emploi et les recours possibles de manière concrète. Donc, ça va être des mises en situation et savoir ce qu'on peut faire dans ces situations. Donc, la première mise en situation, elle est quand même assez populaire. Ça arrive quand même beaucoup et c'est une forme de discrimination assez évidente. Donc, je suis travailleuse autonome et mon employeur actuel ne me rappelle plus parce que j'ai refusé de venir travailler sans mon chien guide. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est possible dans ce cas-ci de porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, donc la CDPDJ. Vous pouvez aussi consulter le document au sujet des recours généraux à ce sujet, parce que, en fait, refuser à quelqu'un de venir travailler sans son chien guide, c'est une violation de vos droits en vertu des articles 4, 10 et 16 de la Charte québécoise. Et au Québec, le chien d'assistance, c'est un moyen de pallier un handicap et le chien ne peut pas être séparé de son maître dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, la discrimination, elle est causée par l'omission de fournir à une personne handicapée un moyen raisonnable de pallier l'handicap.
Donc, c'est sûr qu'en l'absence d'accommodement, il y a clairement discrimination. Donc, si un employeur vous dit que vous ne pouvez pas venir vous présenter au travail ou qu'il refuse que vous vous présentiez au travail avec votre chien, il atteint à votre droit à la sauvegarde de la dignité et d'être traité également. Et enfin, vous pouvez référer, bon, dans la jurisprudence, il y a des cas. Donc c'est vraiment à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qu'on peut porter plainte dans ce cas-ci. Alors, la deuxième mise en situation, il s'agit d'un concours pour un poste est ouvert à mon travail, mais j'ai peur que ma limitation visuelle me désavantage. Quelles sont mes possibilités? Alors, à l'occasion d'un concours pour un poste, l'employeur doit aider le postulant, donc la personne qui postule et qui souffre d'un handicap visuel sérieux, à recourir à certains moyens pour pallier son handicap. Donc, pour que celui-ci ne soit pas défavorisé. Les accommodements qui sont fournis n'entraîneraient pas une contrainte excessive et on peut aussi consulter la jurisprudence à ce sujet. Et encore une fois, c'est au niveau de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Alors, celle-là, elle est quand même aussi populaire. Je l'ai déjà vue à plusieurs reprises et je pense que c'est une qui est pas mal importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait si une offre d'emploi n'est pas accessible? Donc, on ne peut pas appliquer parce que l'accessibilité est moindre. Donc, comme je viens de le mentionner, l'accessibilité à un emploi est très importante. Le gouvernement du Québec encourage les entreprises à favoriser l'accessibilité à tout le monde et ce droit d'avoir accès aux emplois comme tout le monde, et c'est prévu par l'article sur l'égalité prévu à la Charte québécoise. Donc, il y a discrimination si jamais ce n'est pas accessible. Et la première chose à faire, elle semble évidente, mais pourtant, c'est de contacter l'employeur qui pourrait accommoder ses façons de faire pour être le plus inclusif possible. Par contre, s'il refuse ou que le candidat se sent exclu, il faudrait consulter un professionnel du droit pour savoir lequel de ses droits sont bafoués et quels sont ses recours par la suite. Et si jamais il y a réellement discrimination, les recours dont on a parlé dans la théorie plus tôt sont applicables en cas de discrimination au niveau de cet emploi. Alors, la suivante. J'ai obtenu une entrevue, mais je ne sais pas quand est-ce que je dois dévoiler ma déficience visuelle. Alors, celle-là aussi, c'est une question assez épineuse. Alors, la réponse juridique, c'est que c'est sûr que de nos jours, l'embauche est tellement axée sur la performance et les aptitudes que les candidats décident de faire un choix drastique pour avoir le plus de chances possible d'avoir l'emploi désiré. Certains individus, notamment afin de ne pas être exclus, vont refuser de répondre à des questionnaires médicaux discriminatoires afin de protéger le droit à l'égalité. Mais par contre, ça peut mener à avoir fait des fausses déclarations. Donc, l'individu ici peut faire face à un congédiement. Et on sait ici que l'employeur a le droit de procéder à une évaluation individuelle des capacités des candidats afin de faire un choix éclairé à l'embauche. Il y a aussi le droit de s'assurer que le candidat retenu possède les qualités ou aptitudes requises pour exécuter de façon sécuritaire les tâches qui lui sont confiées. Donc, c'est le droit de l'employeur de vous faire passer ce questionnaire
Mais si vous refusez de répondre ou vous faites des fausses déclarations, c'est sûr que vous pouvez être mis face aux faits accomplis. Par contre, l'employeur aussi a cette responsabilité-là d'offrir un processus de sélection qui respecte la charte. Et c'était dans l'article 10, 16, 18.1 de la charte. Et ce dernier a aussi le droit d'avoir des informations claires et éclairées pour qu'il puisse prendre une bonne décision, donc au sujet de votre handicap, pour qu'il puisse prendre une décision éclairée sur ses obligations organisationnelles. Donc, c'est important au final d'aviser toujours l'employeur de vos réelles conditions pour qu'il puisse choisir l'individu qui correspond vraiment à l'emploi en toute sécurité. Alors, pardon, excusez-moi. Il en reste un dernier qui arrive aussi fréquemment. Donc, j'ai été performant et à la hauteur pendant l'entrevue d'embauche, mais ma candidature n'a pas été retenue. J'ai l'impression que j'ai été discriminée en raison de ma limitation visuelle. Qu'est-ce que je peux faire? La première étape, quand on pense qu'on a été discriminé, ça va bien sûr de consulter un professionnel du droit pour savoir c'est quoi nos droits qui ont été bafoués. Encore une fois, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse peut intervenir à ce niveau-là et vous représenter devant le tribunal approprié pour traiter cette situation. Je vous rappelle aussi que c'est toujours important dans ces circonstances-là de valider quels sont nos droits grâce à un professionnel du droit pour faire respecter nos droits. C'est aussi important de se rappeler que l'employeur qui embauche un individu a un pouvoir discrétionnaire, donc le pouvoir de sélection de l'individu qui l'embauche. Et donc, que c'est sûr que le fait d'engager une personne est totalement subjectif et malheureusement, à ce niveau-là, ça peut provoquer des discriminations qui sont pas forcément intentionnelles. Dans le domaine de l'emploi, l'article 20 de la Charte prévoit explicitement comme moyen de défense pardon, c'est vraiment long à lire, une exclusion qui est fondée sur les aptitudes ou les qualités requises par l'emploi est réputée non discriminatoire et une exigence ne sera considérée comme telle que si elle est rationnellement liée à l'exécution du travail en cause et raisonnablement nécessaire pour réaliser le but légitime lié au travail. Donc, autrement dit, il faut que l'exclusion soit justifiée par le fait que la personne ne peut pas faire son travail. Sinon, choisir la personne qu'on embauche de façon subjective, il n'y a pas de discrimination. Donc, c'était ça au niveau des mises en situation et de vos recours possibles. Donc, si je résume un petit peu, lors de cette formation, on a pu voir la partie plus théorique, donc les sujets et les enjeux liés à l'emploi en situation de handicap. On a vu quelques statistiques et la plus grande partie de la théorie s'est concentrée sur la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés au Québec et les articles en lien avec les droits importants à faire respecter au niveau de l'emploi. Ensuite, on a vu quelques mises en situation qui ont, j'espère, pu vous éclairer au niveau de ce que vous pouvez faire, quels sont vos recours possibles. N'oubliez pas qu'il existe le tribunal, les tribunaux spécialisés
au travail. Vous pouvez aussi, pour plusieurs situations, faire appel ou porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Et si jamais vous pensez que vos droits sont bafoués, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel du droit. Et pour un rappel de tout ce dont on vient de parler et pour encore plus, pour bien connaître vos droits en matière d'emploi, mais d'autres sujets, notamment le transport, le logement, vous pouvez consulter le site web qui a été envoyé dans le chat, donc inca.ca/droit devant. Je voulais en terminant remercier la Chambre des notaires du Québec, sans qui ce projet droit devant n'aurait pas pu être possible, parce que c'est eux qui financent le projet droit devant. Donc, c'est terminé pour moi, pour cette conférence. Je vous remercie. Merci, Salma.